Chers amis, passionnés de cinéma et de musique rassemblés, on pourrait dire aussi, j'avais vu cette expression, la musique de film, c'est le cinéma à écouter. Alors aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui a été assez vivant il y a une vingtaine d'années, 20-30 ans, et de temps en temps, un phénomène dans l'illustration musicale des films, en dehors, je dirais, des biographies ou des films qui mettent en scène des musiciens précis, c'est l'utilisation de musique plus authentique. Je pourrais dire aussi, un peu pompeusement, musique et musicologie, ça peut parfois faire bon ménage. Et mon fil rouge aujourd'hui sera le film Tous les matins du monde d'Alain Corneau, qui est sorti en 1991 et qui a été sans doute un des premiers films qui a essayé de mettre en accord ce que l'on voyait, de la situation géographique, historique bien sûr, culturelle, avec ce que l'on entendait. Petite piqûre de rappel, les emprunts aux musiques dites classiques dans le cinéma était fréquent, pour ne pas dire quasi omniprésent, depuis la création du cinéma commercial. On va dire par convention en 1895, et ce jusqu'à la fin des années 20, quand le cinéma, dit parlant, a possédé une musique définitive, originale, très vite, faite sur mesure. Il y eut cependant, au temps du muet, des bandes originales composées expressément pour certains films par des gens comme Saint-Saëns, Satie, Honegger, Auric en France. En Allemagne, avant le cinéma parlant, on trouve déjà Paul Hindemith, par exemple, ou Prokofiev et Shostakovich en URSS. Mais dans un cas comme dans l'autre, les musiques n'étaient pas vraiment authentiques sur le plan historique ou géographique. Par exemple, le premier film connu du cinéma avec une musique originale, L'assassinat du duc de Guise par Saint-Saëns en 1908, a une musique de 1908. Il n'y a aucun souci de rechercher une musique qui se serait passée au XVIe siècle. À cela, il y a d'ailleurs plusieurs raisons, on va y venir. Mais c'est surtout des musiques finalement d'ambiance, empruntées au domaine classique, parfois aussi à la variété, à la musique de danse, musique d'ambiance assez passe-partout, un peu cliché et classée par genre. Alors il y avait la série musique de tempête, de poursuite, de combat, musique d'amour, musique de suspense, une fête foraine par-ci, la mer, d'autres aspects du quotidien, avec des musiques qui n'avaient pour la plupart jamais été écrites pour cela, mais qui vont très bien faire leur affaire. C'était aussi selon les moyens de diffusion, bien sûr. On utilisait quelquefois des disques en direct, mais c'était vite assez limité. Parfois, les cinémas qui avaient des moyens avaient un piano, voire un orgue assez important, un orchestre pour certaines séances, ou pas de musique du tout d'ailleurs, c'était un peu comme on pouvait. L'inauthenticité des musiques s'explique aussi par la grande méconnaissance ou impossibilité de la restituer de la musique ancienne ou de la musique parfois éloignée des pays occidentaux au moment où ces films ont été tournés. Il n'y avait quasiment aucun enregistrement de musique du Moyen-Âge avant les années 70 du XXe siècle, musique de la Renaissance, musique baroque, sans parler des musiques du monde, africaines, éventuellement, asiatiques, américaines, qui auraient pu être authentiques. Alors on fait avec, et jusqu'aux années même 50, on peut dire que toutes ces musiques largement méconnues et inaccessibles ont fait qu'on en a inventé, disons, de la substitution, parfois du pastiche. Mais dès l'après-guerre, il y a eu des biographies de compositeurs, alors on a pris l'habitude aussi d'avoir des musiques évidemment authentiques que l'on pouvait donc voir aussi en direct, pour certains films qui étaient bien situés dans le temps, dans le passé, donc dans l'espace. Et on va chercher à donner, comme pour les images d'ailleurs, de façon croissante, une plus grande authenticité dans les lieux de tournage, dans les costumes, jusqu'aux moindres détails que l'on pouvait donc voir au cinéma, avec parfois une dimension qui pouvait flirter avec l'idée du documentaire. Alors on va écouter aujourd'hui essentiellement des extraits tirés du film d'Alain Corneau, Tous les matins du monde. Il a eu le grand mérite déjà d'avoir été très diffusé, il est encore relativement reconnu même de la jeune génération des cinéphiles, et il a eu aussi le mérite de mettre en avant plusieurs compositeurs, pour ne pas dire oubliés, comme Marin Marais ou Monsieur de Sainte-Colombe, un peu laissés de côté comme Lully. Écoutons tout de suite une des musiques qui a été très vite un tube à l'issue de la diffusion première de ce film.
Cinéphonie avec Jean-Marc Illy sur RCF. Il s'agit de la marche turque du bourgeois gentilhomme, écrit pour Molière en 1670 par Jean-Baptiste Lully. Alors au moment où se passe le film, Lully est déjà décédé, mais c'est une musique que l'on continue à jouer largement. Lully a été joué en France jusqu'à la Révolution française. Alain Corneau, qui est décédé en 2010, a réalisé 16 longs métrages. C'est son 9e long métrage après des films totalement différents. Police Python 357, Série Noire, Le choix des armes et Fort Sagan juste avant. Après, d'ailleurs, Tous les matins du monde, il fera encore quelques succès avec Le Prince du Pacifique, Les mots bleus en 2005 et son dernier film, Le dernier crime d'amour en 2010. Et là, il met en scène de façon plus ou moins romancée Marin Marais, un compositeur français né en 1656 et mort en 1728 à Paris, dont on raconte la vie à la fois musicale, son professeur Jean de Sainte-Colombe, dit Monsieur de Sainte-Colombe, qui disparaît lui vers 1700 et dont il tombe amoureux d'une de ses filles, qui est jouée par Anne Brochet dans le film. Alors Marin Marais, c'est Gérard Depardieu. Le génie d'Alain Corneau, c'est d'avoir fait jouer Marin Marais jeune par Guillaume Depardieu, le propre fils de Gérard, et puis Monsieur de Sainte-Colombe par le regretté Jean-Pierre Mariel, décédé il y a un an. Il y a donc une authenticité documentaire, mais très vite, on va aller au-delà du simple fait. Mais la musique, en dehors de ce Lully qui est un petit peu l'accroche que l'on retiendra d'ailleurs, nous entendrons donc surtout de la viole de gambe, de la musique écrite par Marin Marais, par Monsieur de Sainte-Colombe, mais aussi quelques pièces vocales qui sont tout à fait dans la vie de Marin Marais, de Couperin par exemple, et d'autres compositeurs de cette époque. C'est donc une volonté à la fois de faire authentique, mais de faire quand même une œuvre d'art, c'est pas du documentaire seulement. Et il a fait appel pour cela à un violiste d'origine espagnole, c'est-à-dire quelqu'un qui joue de la viole de gambe, l'ancêtre du violoncelle, c'est Jordi Savall, qui par la suite remettra le couvert pour un certain nombre de films. Voilà comment on peut donc situer aussi la volonté, dans ce cas précis, de mettre de l'authenticité dans la musique de film. Alors nous allons écouter aussi de la musique de Jordi Savall lui-même, écrite à la façon de la musique de cette époque, mais ça ne jure absolument pas évidemment avec la musique tout à fait authentique. Il faut préciser que ce film a été nominé pour 8 Césars et qu'il en a obtenu 7. C'est pour vous dire l'intérêt médiatique et durable de ce film et de sa musique, dont le disque est constamment réédité. Enfin, on peut le trouver assez facilement en CD. C'est pas toujours si évident. Alors voilà, quelques exemples maintenant que je voudrais vous montrer de la musique que l'on jouait à l'époque de ces deux héros, Marin Marais et son professeur Monsieur de Sainte-Colombe, au tout début du XVIIIe siècle. Voici par exemple une gavotte jouée à la viole de gambe par Jordi Savall lui-même, écrit par Monsieur de Sainte-Colombe. C'est donc typiquement un répertoire de danse qu'on trouve à l'époque. Les gens qui jouent à la même époque Handel, Bach, encore aujourd'hui, retrouvent la gavotte, la bourrée, le menuet. C'est des danses à la mode et qui étaient jouées donc par différents instruments. À noter que le psychodrame derrière les hommes et les femmes de ce film, les amours un peu compliqués, le suicide aussi de la fille de Monsieur de Sainte-Colombe, etc., c'est aussi la mort de la viole de gambe, un instrument hérité déjà depuis quelques siècles de la Renaissance et qui disparaît au profit du violoncelle, plus véloce, plus attractif. Et Alain Corneau a transformé cette histoire comme une espèce de psychodrame de la mort d'un instrument à travers les gens qui en jouent. Voici ce que l'on peut faire à la même époque. Là, c'est encore Monsieur de Sainte-Colombe qui a composé cette pièce pour 2 viols de gambe ensemble.
Voilà, quelques pistes simplement d'écoute. Il y a aussi du Marin Marais, bien évidemment. Je rappelle qu'il est mort en 1728, donc toute cette musique que l'on va entendre de Marin Marais est composée donc au tout début du 18e. Pour vous donner un repère, c'est Vivaldi, c'est Couperin, c'est Rameau, c'est Jean-Sébastien Bach, c'est Handel. Voici donc de Marin Marais, une improvisation, c'est le nom qu'on donne, c'est écrit évidemment, sur les Folies d'Espagne. Cinéphonie sur RCF. Alors c'est un instrument qui avait atteint un très haut niveau de virtuosité, un peu comme le clavecin, qui connaîtra un peu la même mort dramatique au profit du piano quelques dizaines d'années après. Il faut savoir qu'à l'époque, les Italiens ne jouaient déjà plus de la viole depuis un moment, les Allemands en jouaient de façon un petit peu muséale. Il y a une ou deux utilisations connues de Jean-Sébastien Bach dans la Passion selon saint Matthieu, mais visiblement il a utilisé la viole de gambe pour faire déjà un petit peu musique ancienne, je dirais, de son vivant. Mais c'est un son tout à fait charmant, tout à fait tendre, tout à fait expressif et représentatif authentiquement de la période où le film est censé se passer. Alors, il y a aussi de la musique vocale, par exemple une chanson très à la mode qui avait prêté lieu à l'époque à beaucoup de variations des plus grands compositeurs de ce temps, Une jeune fillette. On va l'entendre chanter et avec la basse de viol, toujours interprétée par Jordi Savall, on ajoutera un théorbe. Alors un théorbe, c'est un grand luth. En fait, c'est une grande guitare, presque, on pourrait presque dire, donc pour les gens qui voudraient savoir, le théorbe, qui va aussi accompagner à la façon d'une guitare aujourd'hui en jouant des accords. Un autre passage chanté que l'on trouve dans le film, c'est les leçons de ténèbres de Couperin, une musique écrite pour le Vendredi Saint de 1714, donc on est tout à fait encore une fois dans l'authenticité, à la fois de date et de lieu. François Couperin a écrit ces leçons de ténèbres à des fins évidemment liturgiques. En voici une version tout à fait authentique et la viole de gambe a encore sa place dans l'accompagnement instrumental. Toujours donc la bande originale du film Tous les matins du monde de 1991, dont l'action se passe au début du XVIIIe siècle
en France. Alors revenons à Marin Marais, compositeur qui est vraiment le héros de ce film et une de ses pièces qui porte le titre de La Rêveuse. Il faut savoir que les Français vont se distinguer à l'époque pour donner des noms souvent expressifs, des noms de personnages, des noms de lieux à leurs pièces musicales. Un peu avant le romantisme qui s'épanouira pourtant largement de nombreuses années après. Voilà quelques pièces et ici c'est basse de viol avec clavecin et théorbe, c'est-à-dire ce grand luth qui pouvait aussi accompagner la basse continue. Alors, il faut savoir que la viole de gambe, qui avait évidemment disparu de la circulation, de la fabrication, est revenue à l'honneur il y a une vingtaine d'années, vraiment, puisque dans tous les conservatoires importants, il y a un département de musique ancienne qui enseigne l'art de jouer cette viole de gambe qui pourtant avait disparu longtemps, un peu comme la flûte à bec, un peu comme d'autres instruments qui sont maintenant de nouveau enseignés au conservatoire et qui permettent qu'on puisse les entendre et qui permettent que, par exemple, ce film a pu se faire avec une musique tout à fait authentique. Marin Marais a aussi écrit une pièce avec ce nom un peu, je dirais, évocateur, le badinage. Alors voici encore une viole avec un théorbe. Cinéphonie avec Jean-Marc Illy sur RCF. Alors il y a aussi, j'avais dit, de la musique de Jordi Savall lui-même, né en 1941, toujours actif aujourd'hui. Voici un prélude que l'on peut entendre dans le film, mais on a l'impression que c'est pratiquement une musique d'époque. Il y a aussi une pièce assez touchante que l'on trouve dans ce film. C'est la musique qu'a écrite Marin Marais au moment du décès de Monsieur de Sainte-Colombe en 1700, le tombeau pour Monsieur de Sainte-Colombe. Le tombeau, c'était un genre musical, un hommage musical rendu souvent par un élève, par un disciple à un de ses maîtres. C'est une mode qui a perduré jusqu'à très récemment pour certains grands compositeurs. Voici donc cette très touchante pièce qui est écrite ici pour deux basses de viol, donc viol de gambe, clavecin et théorbe, en hommage à ce fameux Monsieur de Sainte-Colombe. Je rappelle que c'était l'inoubliable Jean-Pierre Mariel qui jouait ce rôle.
voilà, pour ceux qui seraient réfractaires à la viole de gambe, évidemment, c'est peut-être pas le film le plus indiqué. Alors, après ce film, en 1994, Jacques Rivette va tourner Jeanne la Pucelle. Eh bien, on va chercher, contrairement aux habitudes et même à d'autres films qui ont été faits depuis, à faire entendre en même temps la musique du temps de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, née en 1412, est morte en 1431. Jordi Savall va réadapter des musiques de compositeurs de cette époque, du début du XVe siècle. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas forcément très connus du grand public, comme Guillaume Dufay. Et puis, en 1997, Vera Belmont, par exemple, va faire le film Marquise avec Sophie Marceau. Là, on se retrouve au temps de Lully, de Molière et quelques autres, cette héroïne appelée Marquise, pour laquelle Racine écrira Andromaque. On va trouver donc des musiques de ce temps-là par différents compositeurs. On y trouve aussi la musique de Marin Marais dans Marquise. Et puis enfin, je voulais donner un dernier exemple. En 2000, Le Roi danse de Gérard Corbiot, avec les relations entre Lully et Molière, qui seront parfois houleuses. On y retrouve la musique du bourgeois gentilhomme, donc de 1670, mais aussi les rapports entre Lully et Louis XIV, le rôle de la danse dans la cour de Versailles. Et cette musique du Roi danse, donc en 2000, va obtenir même 3 Césars, avec aussi une musique originale d'un Allemand, Reinhard Goebel. Alors, pour finir par une note peut-être un petit peu moins mortifère, mais il faut quand même dire que le film, c'est pas toujours de la grande rigolade, ça c'est sûr, je vais quand même vous passer une musique écrite pour viol et basse continue de Marin Marais, Musette. Ça sera un petit peu plus gai et je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes.